Bienvenue sur la radio de la communauté sur www.congolive11.com. Nous sommes ici à Chicago, au studio central, non, au studio 201 de la radio de la communauté, en direct de la France. Donc, nous avons pour invité M. Andrea Gombe. Andrea Gombe qui va donc, dans un premier temps, se présenter et nous présenter la structure qu'il dirige en ce moment. Salut donc, Andrea. Bonsoir, bonjour là-bas à Chicago. Voilà, Thank merci. you for having me. Oh, thank you. Oh, hi, you speak English. That's good. Okay. Yeah, but let me tell you, it's really cold here. Oh, man. Okay. Really, say the windy city. Yeah, this is windy, but now not windy, but it's a cold weather. It's just crazy now. Okay. Nous allons donc faire cette interview en français et certainement que vous pourrez, M. Ngombe, traduire cet entretien à la fin de l'émission si vous en avez les moyens financiers, bien sûr. D'accord. Voilà. Nous avons donc Andrea Gombe, que vous connaissez, un homme politique de la diaspora. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, nous parler de vous-même dans un premier temps? C'est toujours compliqué de parler de soi-même, mais en général, je me définis comme un acteur de la société civile d'origine congolaise. J'ai travaillé longtemps avec le collectif Sassoufi, qui travaillait sur des questions de droits humains, des questions de lutte contre la corruption et de promotion de la démocratie en République du Congo. Et je me suis lancé pour la candidature à l'élection présidentielle en 2021 avec une structure que nous appelons la dynamique incarner l'espoir. Voilà, pourquoi n'avoir pas, première question, mué justement l'objectif de Sassoufi en parti politique? Non, parce que les statuts sont clairs et l'objectif de Sassoufi reste un objectif de monitoring. Donc, il n'a pas de vocation de conquête du pouvoir. Ce n'est pas ce pourquoi nous l'avions fait. Et donc, nous avons fait des élections internes et nous avons un nouveau coordonnateur qui continue l'œuvre à sa manière, avec son leadership et en qui nous avons totalement confiance. C'est Marcus Issa et qui fait vraiment un travail excellent. Voilà, je voudrais peut-être vous soumettre à un exercice préliminaire en guise de mise en train. Est-ce que, Monsieur Andrea, vous pouvez peindre un tableau de ce qu'est le Congo aujourd'hui? Le Congo aujourd'hui n'est pas différent de ce que nous avons en Afrique centrale en général, c'est-à-dire des régimes faillis, kleptocratiques, avec une propension à la personnalisation de l'État. La particularité du Congo, c'est l'un des seuls États de la zone, à l'exception de la RCA et de la RDC, à être passé par des cycles de guerre interne extrêmement violentes tout au long de son histoire. C'est pour dire que dans une analyse qui a été faite par les historiens, le Congo, au total, n'a connu peut-être que 6 années de paix depuis sa prise de l'indépendance. Donc c'est un pays en guerre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique des pays post-conflit. Et donc, nous avons toutes ces problématiques que nous essayons, tant bien que mal, de résoudre en essayant de conscientiser notre population de la situation dans laquelle elle se trouve et de les faire aspirer à mieux. Alors, je voudrais en termes concrets que vous nous parliez de ces problématiques. Quelle est votre vision actuelle? Le constat, vous venez de le poser en termes généraux. Concrètement, que prévoyez-vous au niveau de la structure que vous venez de créer? Incarner l'espoir a une vocation de conquête du pouvoir. Donc, nous avons mis en ligne un projet-programme qui est disponible et consultable. Nous ambitionnons d'arriver tôt ou tard au règne du pouvoir afin de changer les mentalités, d'aider nos compatriotes à résoudre un certain nombre de problèmes, notamment économiques, et à impulser le changement que nous voulons, en tout cas, pour le Congo. Donc, Incarner l'espoir, c'est un parti politique avec une vocation de conquête du pouvoir. Et ce que nous prévoyons, la première phase de notre travail, c'est un travail de sensibilisation internationale sur l'enjeu de l'élection de 2021. Et nous essayons, par tous les moyens, avec toutes les bonnes volontés, d'imposer une gouvernance électorale qui pourra permettre, en tout cas, nous l'espérons, en 2021, d'avoir un résultat d'adhésion conforme à la volonté des Congolais. Donc voilà à peu près le travail que nous faisons, mais c'est un travail de conquête du pouvoir, aussi bien au niveau de l'exécutif, mais nous ambitionnons aussi d'avoir des candidats aux législatives, aux locales, et en fait, nous ambitionnons vraiment d'implanter une dynamique qui soit une dynamique
idéologique et non pas ce que nous avons vécu durant les 30 dernières années, de partis ethniques rabougriés dans des espèces de fiefs par origine et non par idéologie. Et pour être extrêmement concret par rapport à votre question, nous avons au Congo, je dirais, une cinquantaine parfois de partis qui se réclament de la social-démocratie. Ils sont tous sociodémocrates, mais ils ne sont pas dans une coalition commune. Donc vous pouvez avoir un parti comme le PADS qui se réclame sociodémocrate, qui pourtant fait la guerre à un parti, le PCT, qui est aussi sociodémocrate et qui fera la guerre à un autre parti qui s'appelle Copar ou quoi d'autre, qui lui aussi se réclame de la social-démocratie. Mais s'ils sont tous sociodémocrates, pourquoi ne sont-ils pas dans une coalition unique? C'est ça la question qu'on se poserait. Et là, on arrive au problème ethnique et de constater qu'en fait, les partis en général au Congo ne sont finalement que des succursales ethniques à la solde de ce qu'on pourrait appeler des chefs féodaux. Voilà, je ne voudrais pas me perdre en conjecture dans cette nomenclature des partis politiques au Congo, mais je voudrais revenir sur ce que vous évoquez vous-même, notamment le problème de la gouvernance électorale. Ce qui vous vaut, donc j'ai essayé de vous suivre depuis que vous êtes déclaré candidat, éventuel candidat à ces élections, ce qui vous vaut l'adversité de certains milieux, notamment en France et peut-être ailleurs dans la diaspora, c'est le fait que les gens croient que vous êtes avec empressement déclaré candidat à ces élections, alors que tout le monde croit que les conditions matérielles et diverses ne sont pas réunies pour cela. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, sur la radio de la communauté, d'abord repréciser cette annonce et dans quelle mesure l'avez-vous affirmée? Non, justement, vous avez posé une très bonne question et merci de me permettre d'éclairer, mais il faut être attentif à ce que nous disons avant de critiquer ou d'antagoniser. Déjà, beaucoup ne savaient même pas que la nouvelle constitution permet justement aux personnes, y compris issues de la diaspora, de se porter candidat. C'est pour vous donner déjà le niveau d'attention qu'ils portent au texte. Ensuite, comment réclamer une gouvernance si on n'est pas soi-même dans le processus électoral, c'est-à-dire pour avoir une voix au chapitre sur ce qui se passe et être audible au niveau d'un certain nombre de partenaires, il faut être soit associé à un candidat, soit être mandaté par un candidat ou être candidat soi-même. Sinon, votre réclamation n'a aucun fondement. Donc, le premier fondement pour réclamer une nouvelle gouvernance, c'est d'être impliqué dans le processus qui inclut cette gouvernance. Donc, ça, c'est le premier point technique. Le deuxième point, c'est nous ne sommes pas dans une attitude de fatalité. Oui, certains ont essayé, n'ont pas réussi, d'autres ont essayé, et nous sommes humblement des continuateurs. Donc, les mêmes qui ont acclamé en 2016 l'élection qui a eu lieu, au sens où beaucoup ont soutenu Mokoko, d'autres ont soutenu Kolela, d'autres ont soutenu Okombi Salissa, d'autres ont soutenu Madame Mounari, etc., etc. Mais c'est les mêmes qui aujourd'hui retourneront leur veste, diront non, ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose, non seulement à mobiliser les troupes, c'est-à-dire mobiliser les Congolais autour de questions de leur devenir, et deux, permettre, en tout cas dans la perspective que nous avons lancée, nous, de sensibiliser un certain nombre de partenaires à l'international et y compris à l'intérieur du pays sur ces questions-là. Et ça ne peut se faire, en tout cas, de manière... Nous avons quelques problèmes. Allô? Nous avons... attendez, voilà, c'est ça le drame de... Voilà. Allô? Vous m'entendez? Voilà, j'ai donc eu un appel qui m'a... bon, voilà, allez-y. Oui, non, bon. En tout cas, je vous disais que pour s'impliquer dans un processus électoral, pour le changer, pour le modifier, il faut être soit mandaté par un candidat, soit candidat soi-même. Sinon, nous n'avons pas voix au chapitre. Et comme nous voulions absolument avoir voix au chapitre pour que nos propositions soient audibles aussi bien des partenaires que des autorités, donc il faut être candidat pour cela. Voilà, merci donc. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes en audio avec Monsieur Andrea Gombe, donc, qui est le président du parti Incarnons l'Avenir, c'est cela? Non, l'espoir. Incarnons l'espoir, excusez-moi. Voilà, donc, alors nous sommes sur la question donc, de cette gouvernance électorale. Alors, Monsieur Gombe, comment maintenant, à votre niveau, au niveau de votre structure, vous travaillez à changer la donne? C'est-à-dire, il est établi qu'au niveau des gens du PCT, ou même ceux qui sont au pouvoir, ils traînent les pieds. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de signes en eux qui
et qui montrent qu'ils sont justement pour que les choses aillent vite d'ici 2021, pour que nous ayons une élection apaisée. Ils font ce qu'ils ont à faire pour conserver le pouvoir. On n'attend pas moins d'eux. C'est naturel pour eux de vouloir conserver le pouvoir à tout prix, y compris au prix de la fraude et, comme on dit, d'élections truquées. C'est leur nature, c'est leur façon de faire. Faut-il pour cela s'arrêter à ce que eux veulent et eux font? Non, nous imposons notre agenda. Nous travaillons à notre rythme, nous travaillons avec nos méthodes. Donc, nous ne sommes pas là à regarder ce que le PCT veut, ne veut pas, fait ou ne fait pas. Nous sommes là pour mettre sur le tapis des propositions, mettre sur le tapis des arguments pour que, y compris au sein de ces forces qui sont aujourd'hui, on pourrait le dire, des forces rétrogrades, un certain patriotisme se réveille, une certaine envie de faire bien se réveille. Et nous sommes dans cette démarche en interne, nous sommes dans cette démarche internationale, puisque quand nous allons présenter à gauche ou à droite dans certains milieux la question du Congo, pour être audible, comme je vous l'ai dit, il faut être candidat soi-même. Et ensuite, quand on ne vient pas sur la table pour dire le PCT est mauvais, mettez-moi au pouvoir. Non, on dit voici les données du Congo. Par exemple, nous savons qu'actuellement, nous avons près de 50 000 personnes sur des îles perdues entre la RDC et le Congo-Brazzaville au niveau de Makoti-Poko. Donc, il y a une question sécuritaire au niveau sous-régional qui se pose. Nous avons le problème de Cabinda, de la déstabilisation de Cabinda. Nous nous posons le problème qui sont les enjeux de la sous-région et nous faisons la corrélation entre ces enjeux et la mauvaise gouvernance au Congo. Donc, la mauvaise gouvernance au Congo entraîne un danger majeur pour la sous-région. Et c'est ces questions qui font que le monde entier doit s'intéresser au sort de la gouvernance dans le Congo. Voilà, merci Andrea. Je voudrais à mi-parcours vous poser une question de curiosité. Andrea, est-ce que vous ressentez une frustration chaque fois que quelqu'un vient vous présenter comme ayant des accointances avec le pouvoir et tend à d'évaluer votre capacité intellectuelle et politique sur la base d'un tel argument? Qu'est-ce que cela vous fait? Non, à un niveau personnel, cela ne me fait pas grand-chose. Cela fait mal à mes proches, à mes connaissances, mais moi, personnellement, j'essaye toujours de me mettre au-dessus de tout cela. Enfin, c'est un symptôme simplement d'une société extrêmement malade. C'est une société qui a été biberonnée à la manipulation ethnique, politique, à l'invention, à la cabale. Tout cela, ce sont des méthodes du PCT. Donc, ces gens qui se livrent à ce genre de calomnie sont en fait des fruits même de ce qu'ils prétendent combattre. On ne peut pas en même temps combattre le PCT pour ses manipulations et sa violence, ses complots et sa violence, et soi-même être en permanence dans la manipulation, dans le complot, et même pour certains d'entre eux dans la violence. Donc, nous sommes en fait en face des deux faces d'une même pièce. Donc, le problème du Congo est suffisamment complexe pour comprendre que, y compris dans une certaine forme d'opposition qui se déclare comme telle, ce ne sont que les continuations des méthodes du pouvoir actuel. Et pour cela, moi personnellement, ça ne me fait rien. Au contraire, ça me donne l'envie d'encore plus combattre, d'encore plus me battre pour rétablir, en tout cas, mettre ma pierre à l'édifice pour établir la démocratie et l'état de droit dans mon pays. Alors, Andrea, on vous présente également dans l'opinion comme le candidat de la France-Afrique. On en veut pour preuve les incessants voyages. Vous voyagez beaucoup. Où trouvez-vous les moyens de votre politique? Vous avez des contacts réguliers, avec un agenda fourni avec des chefs d'État, des chefs d'organisation. Alors, tout cela vous place comme pas trop le candidat de la diaspora. Mais déjà, mon cher Lewis, d'où vous êtes aux États-Unis, vous devez connaître ce slogan. C'est d'abord le travail, rien que le travail, que les Américains prennent, le hard working. Le hard working pays. Oui. Vous savez cela, d'où vous êtes. C'est-à-dire que si vous travaillez dur et que vous frappez aux bonnes portes avec les bons arguments, elles s'ouvrent. C'est que si vous venez simplement pleurer, personne n'ouvre la porte. Mais si on voit chez vous une envie de faire, les portes s'ouvrent. Vous le savez très bien dans votre pays, ce système-là fonctionne. Et vous devez vous en souvenir, c'était en 2016, j'étais à Ottawa de votre côté et je suis passé souvent à Washington. C'est des endroits où, quand on travaille, on trouve des bonnes oreilles qui s'ouvrent. Mais au-delà de ça, moi, à cette question, je réponds qu'est-ce qu'on veut?
On veut des gens qui pianotent sur leur téléphone, qui insultent Sassou de père et de mère, et qui, en fait, en réalité, se complaisent dans une forme d'opposition tribunicienne. Ou bien on va voir ceux qui font les rois, c'est-à-dire ceux qui décident de comment marche le monde, et on essaie de les convaincre qu'un Congo post-Sassou peut exister, qu'on n'est pas obligé d'être avec Sassou ou dans le chaos, que ce pays a des fils et des filles suffisamment brillants au-delà de ma propre personne qui peuvent conduire les destinées de ce pays et même les conduire mieux que ce qui se fait actuellement et même dans, comme on dit, la compréhension des intérêts stratégiques de tout un chacun. Moi, mon intérêt, c'est que les Congolais puissent manger à leur faim, avoir des hôpitaux qui fonctionnent, des routes qui fonctionnent. Si cela veut dire m'allier avec le diable en personne, je le ferai. Voilà. Je n'ai aucun état d'âme pour cela. Alors, une autre question sur cet aspect. Quel rôle pensez-vous que la France peut jouer? Comment entrevoyez-vous les rapports France-Congo à ce jour et comment la France peut contribuer à faire que la démocratie revienne dans votre pays? Mais déjà, il faut la prendre à son propre jeu. Il faut lire ses lois, lire ses règlements et mettre devant, comme on dit, mettre le miroir devant sa face. C'est-à-dire, si vous venez simplement avec des arguments sur le Congo, on vous écoutera poliment, mais je ne pense pas qu'il y aura décision. Mais si vous êtes capable de montrer que l'article 14 de la Constitution concernant le cumul des fonctions a été violé par un ministre français, il saute. Parce qu'il ne s'agit plus simplement du Congo, il s'agit de leurs propres lois et règlements qu'ils sont obligés d'appliquer. Donc, plutôt que de rester dans une démarche tribunicienne, nous sommes dans une démarche fondée sur le droit, fondée sur les lois, pour mettre en face de ces personnes, de ces différents groupes d'intérêt, leurs propres lois et leurs propres règlements qu'ils sont obligés de mettre en application. Enfin, nous voyons surtout un amalgame qui est fait assez rapidement. Dire la France ceci, la France cela, ce n'est pas juste. Au sens où on regarde grossièrement. C'est une vision, je dirais, on dit en France café de commerce, mais pour parler purement congolais, c'est de la vision de Nganda que de dire la France. Il faut regarder toujours spécifiquement quels sont les groupes d'intérêt. Oui, on a un problème avec la distribution de l'industrie extractive, Total et compagnie. Mais cela n'empêche pas d'entamer des négociations. Oui, nous avons un problème avec certains marchands d'armes. Oui, nous avons des problèmes avec certains milieux qui sont des milieux en fait corrompus et mafieux. Mais ils ne sont pas la France. Ce sont des Français, souvent des citoyens français. Ils ne sont pas la France. Et même en France, il existe des forces politiques, économiques qui combattent ces personnes-là. Or, si vous les mettez tous dans le même panier et que vous secouez et que vous jetez, vous perdez l'occasion de trouver des alliés dans la diplomatie française, dans l'économie française, dans la société française, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Et souvent, ils ne sont même pas au courant de ce qui se fait. Donc, nous avons un travail, en tout cas vers ces milieux d'abord de pédagogie, d'information et de pédagogie, ensuite de mise en mouvement, et enfin, nous espérons un jour les voir complètement s'allier à nous. Et pour faire un rappel historique pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes que vous et moi, qui n'ont peut-être pas cette culture historique, l'indépendance du Congo commence par des mouvements syndicaux faits par la CGTA, qui était la section africaine de la CGT, dans lequel il y avait tous les grands noms que nous connaissons du début de la politique congolaise, qui étaient tous pour certains dans le Rassemblement démocratique africain, le RDA, d'autres étaient dans le mouvement socialiste africain, le MCA. Donc il y a toujours eu un apport de l'extérieur. Français, c'était des Français, le CGT c'est un syndicat français, mais qui travaillait contre l'intérêt de la France à l'époque, qui était une France coloniale, impérialiste, de l'impérialisme français, et pourtant ils étaient français. Donc ce qui a marché pour l'époque peut toujours marcher, c'est-à-dire trouver dans l'appareil français des forces qui sont contre ce qui se passe. Or, le café de commerce, la discussion de Nganda, c'est de mettre tout dans un panier, de secouer, de jeter, pour le plaisir de jeter. On n'aide personne en le faisant, ni les Congolais, ni la compréhension de la part des Français de ce qui est l'enjeu congolais aujourd'hui. Voilà, je vous signale que vous avez des gens de votre parti qui écoutent l'émission. Je crois M. Justin Gomo qui
voilà, se félicite. Bonsoir à lui. Voilà, il est très, très satisfait de vos réponses. Il dit bien répondu, Président, mais vous avez par contre un détracteur aussi, peut-être, quelqu'un qui vient juste pour vous agacer. Il dit, voilà, il y a un autre qui dit, mais à quand sa visite prochaine en République du Congo? Je crois que la réponse a été déjà donnée, non? Non, la réponse est donnée, mais après, c'est des questions récurrentes. Nous viendrons au Congo quand nous sentirons que nous sommes prêts à y aller, que toutes les conditions seront réunies afin d'y aller. Maintenant, cette insistance est souvent de la part de certains individus avec des intentions parfois criminelles derrière la tête, au-delà de ceux qui légitimement veulent voir le candidat traverser le Congo, venir à leur rencontre. Il y a chez certains une forme d'envie, en fait, de pouvoir attraper, déchiqueter et tuer. C'est-à-dire, venez au Congo parce qu'ils disent, vous parlez de loin, on va voir si vous êtes là, nous vous aurons. Mais qu'ils restent tranquilles, si les conditions sont réunies, et nous travaillons à ce qu'elles puissent être réunies, nous serons avec eux là-bas pour défendre nos idées et notre projet. Voilà, je crois que vous avez donc suivi cette réponse, monsieur, comment on l'appelle déjà, Maître Champion, voilà, de Chicago. Alors, je vous rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes au Journal de la Communauté avec pour invité Andrea Gombe. Andrea, nous avons une question qui porte sur la jeunesse. Vous êtes jeune, jeune brillant, intelligent, on vous connaît, mais il y a un problème. J'ai suivi une vidéo dans laquelle un jeune homme parlait du rêve des Congolais. Et croyait-il, Denis Sassou Nguesso aura brisé ce rêve. Quel est ce rêve selon vous? Est-ce qu'il a même existé ce rêve? Non, bon, après, il ne faut pas oublier l'histoire de notre pays. Nous sortons d'un pays qui a connu le monopartisme sous l'une de ses formes les plus extrémistes, c'est-à-dire du communisme stalinien, extrêmement violent, extrêmement criminel, qui a modulé les pensées des gens. Donc, il est difficile au Congo, en tout cas pour l'instant dans la compréhension que j'en ai de la société congolaise, d'avoir l'émergence des individualités, d'accepter que le rêve de Lewis ne soit pas le rêve d'Andrea, mais que le rêve d'Andrea n'est pas obligé d'écraser le rêve de Lewis. C'est-à-dire la cohabitation des imaginaires est assez difficile dans notre société. En revanche, nous sommes certains que si l'état de droit s'installe, chacun pourra, comme on le dit d'où vous êtes, poursuivre son bonheur, donc aller à la poursuite de son bonheur, et dans les règles du droit et librement. Donc, oui, il y a eu un rêve congolais, mais c'était plutôt, à l'époque, en tout cas, tel que j'en ai le retour, une forme d'illusion, parce qu'on a voulu l'uniformité de tous. Et l'uniformité de tous finit toujours par l'accaparement de l'État par quelques-uns et le meurtre de tous ceux qui s'opposent à cet accaparement. Et nous sommes en plein dans ce rêve qui a tourné au cauchemar. Mais en fait, le fond du rêve congolais, c'est un rêve de justice, c'est un rêve d'équité. C'est une société qui veut l'équité, qui veut l'émergence aussi, mais sans que les plus pauvres, les plus fragiles soient laissés derrière. Donc c'est une société qui veut absolument l'équité, et je pense que c'est le principal rêve des Congolais, c'est ça, justice et équité. Alors, Andrea, j'ai reçu votre chargée à la communication, Madame Sadio, l'autre jour sur cette antenne, et parlant du discours de Denis Sassou Nguesso, elle a protesté quant au contenu de ce discours. Pensait-elle, M. Denis Sassou Nguesso aurait rabâché ou triché quelques aspects de votre parti, notamment sur la question de l'éducation? Denis Sassou Nguesso proposait l'excellence comme moyen de stimuler les enfants à faire mieux. Alors, justement, pouvez-vous revenir sur cet aspect? Qu'est-ce que vous proposez en termes d'éducation? Déjà, je n'utiliserai pas le mot copier, les idées sont de libre parcours, mais nous remarquons depuis, en tout cas, juin dernier, qu'il y a une forme d'émulation qui s'est enclenchée et nous sommes heureux que le pouvoir actuel prenne nos idées, comme on dit, les aspects positifs pour réformer et faire avancer l'éducation congolaise. Mais le projet principalement sur l'éducation, c'était de faire de l'éducation sous contrat, c'est-à-dire conventionnelle, parce que nous estimions que l'éducation nationale dans sa forme actuelle extrêmement centralisée était dommageable puisqu'elle n'arrivait pas
à fournir le service correctement pour les enfants. Et donc, il était nécessaire de chercher ceux qui savent faire le métier de l'enseignement, en pensant cela aux congrégations religieuses principalement, que ce soit les dominicains, les salésiens, les carmélites, les jésuites, les kibongistes, les saltéistes, des gens qui ont déjà des expériences d'éducation de masse à grande échelle et qui ne coûtent pas très cher, et faire des contrats avec eux, ce qu'on appelle des sous-conventions avec l'État, afin de les autoriser à enseigner, mais au nom de l'État congolais. Donc ça, c'était une de nos mesures que nous avons vues dans le discours, et ce n'est pas parce que c'est prononcé par le général Sassou Nguesso que nous allons renier une réforme qui peut être utile pour faire avancer la société congolaise. Et le deuxième point que nous avons trouvé assez drôle, cette coïncidence, c'est d'utiliser en fait le génie militaire congolais qui est assez bien fourni, puisque l'armée pèse près de 10% du budget national, pour l'utiliser en fait à des fins de réfection de route ou de ponts, c'est-à-dire des travaux d'intérêt généraux. Et ça aussi, nous l'avons souligné dans le discours, et c'était assez troublant de voir cet aspect de notre projet se retrouver dans ce discours. Donc, nous sommes heureux que les militaires, plutôt que d'être oisifs et d'aller tuer les Congolais, pourront en fait servir au bien commun, donc à travers ces différents travaux, si évidemment cela rentre en application, parce qu'évidemment, M. Sassou nous a habitués aux slogans, nous a habitués aux déclarations fortes, non suivies des faits. Mais nous avons quand même remarqué cette espèce de glissement-là. Voilà, on parle également de Denis Sassou Nguesso, le boucher, le commerçant, l'agriculteur. Quelle est la position de votre parti sur cette question? Est-ce que, au-delà du fait que ce que nous constatons paraît pour certains observateurs comme risible, par le fait que Denis Sassou Nguesso lui-même veut installer des magasins un peu partout, que proposez-vous justement à ceux qui croient qu'il ne devrait pas justement lui-même se lancer dans une telle activité? Non, toujours dans ce petit rappel historique, parce qu'il faut éclairer les nouvelles générations, il y a eu un grand slogan dans les années 70-80 qui était le paysan bachelier, ou encore un bureaucrate, un champ. C'est-à-dire, nous sommes dans un parti qui, en fait, recycle à chaque fois les mêmes idéologies périmées. C'est la grande idéologie de réhabilitation des urbains par le travail agricole qui serait le vrai travail par excellence, contre les bourgeois oisifs des bureaux climatisés dans les capitales. Donc, à chaque fois, on rejoue cette partition du président authentique, proche de la terre, proche du paysan congolais, alors que nous avons très bien vu que les conditions des paysans congolais n'ont jamais été aussi dégradées qu'aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose de propagande dans cette façon de faire. Mais en même temps, il y a quelque chose d'irresponsable dans une espèce de critique de ce phénomène de la boucherie qui, en fait, confine à une forme de violence verbale gratuite et inutile. Si M. Sassou veut faire de la boucherie et se reconvertir en boucher, il est citoyen, il le fait. En revanche, il faut que la justice s'intéresse à comment cette boucherie a été acquise. Et nous savons par différents travaux quelle est la résultante d'un pot de vin octroyé par Asperbrand en contrepartie des contrats juteux qui avaient été donnés par le Congo à cette entreprise brésilienne. Et bon, ça, ce serait intéressant. C'est à ce niveau qu'il faudrait mettre la critique. Mais de là à susciter, comme on dit, l'hystérie au sein des populations en parlant de viande empoisonnée ou viande avec des fétiches et tout cela, ce n'est pas digne d'un débat démocratique sain et de bon niveau. En fait, on attise plus la haine contre les gens originaires d'Oyo qu'on combat réellement le système qu'on prétend vouloir combattre. Alors, il y a cette nuance-là à avoir. Vous avez l'impression que dans l'opinion, il y a une espèce de haine à l'égard de ces gens-là? Non, c'est pas l'opinion. Il y a 2, 3, 4, une dizaine de personnes extrêmement hargneux, extrêmement haineux, qui n'ont que la haine pour programme et qui prolifèrent. Mais l'opinion en elle-même, elle est indifférente à cela, elle cherche à survivre. Et nous, dans notre projet sur ces affaires, notamment de nourriture, d'agriculture, nous proposons une réforme structurante qui s'appelle une réforme par filière, c'est-à-dire organiser les paysans comme ça se faisait par coopérative, avec des prix fixés suffisamment hauts pour les permettre de pouvoir s'en sortir, achetés par des grossistes et qui iront faire de la transformation.
ça s'appellera un marché d'intérêt international, avec comme objectif principal de nourrir Kinshasa et assurer les besoins locaux. Et entre le moment où ce projet peut se réaliser et aujourd'hui, il faut investir dans la recherche agronomique, notamment le fait que le manioc, qui est l'un de nos principaux tubercules que nous mangeons, est attaqué par une maladie grave et risque de disparaître si rien n'est fait aujourd'hui. Il y a ce problème de l'importation. Pour l'instant, les produits de première nécessité, nous serons obligés de passer par une phase où nous enlèverons les droits de douane sur eux pour permettre de soulager les populations. Il y a le problème du péage urbain excessif qui fait que les denrées dans les villes deviennent de plus en plus chères. S'agissant de l'importation, Andrea, Sadio nous a appris qu'il y avait même des carcasses de 40 ans qu'on importait. Et ça va au crédit du Denis Sassou Nguesso, non? Oui, mais ça, c'est plutôt un travail des inspections, l'inspection sanitaire qu'il faut renforcer, les services d'hygiène, etc. Donc, c'est plutôt au niveau des spécifications qu'il faut agir. Et évidemment, ce soutien inévitable à nos agriculteurs à travers la mécanisation, la formation, qui sont aujourd'hui incontournables. Et pour encore être plus spécifique, aujourd'hui, l'agriculture du XXIe siècle se fait avec des drones, avec des données satellites pour savoir quand est-ce que la pluie va tomber, le meilleur moment pour planter, comment enrichir les sols sans les épuiser. Et donc, c'est des techniques qui sont disponibles, mais il faut les enseigner, les mettre même en langue locale pour permettre aux gens d'accéder à ces différents savoirs avec des banques de semences. Donc, dans notre projet, c'est vraiment le marché d'intérêt national et international. Donc, on appelle ça le marché international de Brazzaville. Oui. Et dans ce marché, nous pourrons avoir, par exemple, une filière qui va s'occuper de ce qu'on appelle l'entomoculture pour permettre aux gens de manger les chenilles, mais pas simplement les chenilles qu'on trouve sauvagement dans nos forêts ou dans les sols, mais les traiter, les suivre de manière phytosanitaire suffisamment saine pour pouvoir les transformer en produits finis, en produits vendables, prêts à manger, prêts à préparer. Donc nous avons là des filières potentielles qui vont employer, faire travailler. Et pour ceux qui aiment par exemple nos alcools locaux, c'est des alcools qui sont appelés à monter en gamme, à être distillés, pasteurisés, embouteillés, contrôlés dans leur degré d'alcool et pourquoi pas un jour exportés vers l'international. Donc, nous devons dans des démarches où nous construisons des filières économiques afin de donner le maximum d'emploi aux gens, mais surtout d'avoir un retour en valeur, en argent pour chacun des Congolais. Ouais, surtout encore que de trouver des moyens aux paysans. Vous voyez, par exemple, à Illinois où je me trouve, c'est le gouvernement qui finance les fermiers. Donc, eux ont l'obligation des résultats. C'est-à-dire qu'ils sont payés avant même que la récolte ne soit faite. Voilà. Bon, ça, c'est chez nous, dans notre projet, nous confierons plutôt ce genre de mécanisme à des banques qu'on appelle des banques agricoles qui sont beaucoup plus spécialisées parce que notre État est encore trop faible pour gérer des masses d'argent trop élevées. Nous l'avons vu, nous le vivons depuis une trentaine d'années. Donc, nous préférons passer par des mises sous contrat. Donc, il y a des banques agricoles qui existent, qui sont très pointues dans ce domaine. Nous leur donnons un mandat et nous contrôlons. L'État doit être dans une fonction d'inspection et de contrôle, mais pas directement dans une fonction de gestion. Nous allons orienter, proposer en discussion avec ce que veulent réellement les paysans et ce que savent faire les experts dans le domaine. Alors, Président, nous allons bientôt nous séparer. J'ai une question de curiosité. Vous voyez, on parle de plus en plus de la question du dialogue. Vous avez notre ami... Monsieur Mbéry, qui est passé récemment en France avec Alain Akwala. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger? Est-ce que vous avez été consulté? Vous avez reçu des lettres dans ce sens? Non, pas pour l'instant. En revanche, nous avions déjà rendu public notre position. Nous avons toujours été pour le dialogue, mais un dialogue qui résout les questions. S'il s'agit d'un dialogue simplement pour des perdièmes, nous préférons ne pas y participer. En revanche, si les conditions, notamment Monsieur Lonsenifal a dit que l'opposition voulait des dialogues sous conditions et que c'était pas bon, nous avons dit, nous voulons avoir, comme on dit, des preuves palpables que Monsieur Lonsenifal, c'est-à-dire le médiateur de l'ONU, est capable de faire appliquer quelque chose à Monsieur Sassou. Et nous lui avons
répondu que s'il était capable de faire en sorte que les avis 5-2018 et 56-2018, qui sont les avis de libération immédiate de l'honorable André Okoumé Saied de Jean-Michel Nkoko, étaient appliqués par le gouvernement congolais, ceci serait un gage que l'ONU est capable de faire plier le gouvernement congolais. Alors là, nous irons au dialogue tranquillement parce que nous aurons la garantie que les résultats seraient effectifs. Or, pour l'instant, ça ne prend pas ce chemin. Donc, nos propositions sont publiques. Nous avons proposé le dépaysement du dialogue. Nous avons dit que nous ne pouvons pas dialoguer dans Brazzaville. Il y a trop d'armes qui circulent. Nous avons même des congressistes qui devront venir à ce dialogue, qui sont officiellement des boxeurs, qui jouent des points plutôt que des arguments. Donc, nous ne pouvons pas aller dans une espèce de guêpier comme ça. Il faudrait dépayser dans un pays du coin, de la sous-région, mettre un médiateur. Nous avons proposé l'Église congolaise et certains évêques pour que ça reste assez confortable pour les différentes parties. Nous avons proposé, comme lieu Sao Tomé, c'est une île, c'est pas loin, c'est tranquille, afin d'avoir un dialogue serein qui résout réellement les questions du pays. Maintenant, si on veut avoir une autre forme de dialogue, évidemment que notre réponse sera non. Voilà. Mais la porte reste ouverte. Nous voulons dialoguer, pas pour nous-mêmes, mais parce que nous estimons que c'est notre devoir d'empêcher la dislocation de notre pays. Voilà, c'est une position sans ambiguïté, mais Président, en amont, vous avez le problème de l'unité de cette diaspora. Est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord faire la toilette dans vos milieux, avoir peut-être un leader, peut-être envisager une candidature unique? Comment arrangez-vous pour que tous ces points de vue soient harmonisés? Déjà, je peux vous confirmer que notre pensée à nous est une pensée de main ouverte. Mais de main ouverte sur des idées. De main ouverte sur des façons de faire qui respectent la dignité de chacun. La diaspora n'est pas un parti. Dans la diaspora, il y a des gens qui sont pour le PCT, qui militent pour lui, qui vivent de lui, qui ambitionnent de le voir rester au pouvoir. Dans la diaspora, vous avez des gens qui se sentent plus de leur nationalité des pays dans lesquels ils sont que de leur pays d'origine. Donc, elle est suffisamment diverse pour ne pas la corseter. En revanche, tous ceux qui se reconnaissent dans les idées que nous proposons, tous ceux qui trouvent que notre projet est quelque chose d'intéressant, ont vocation, en tout cas s'ils le souhaitent, à nous rejoindre, à nous renforcer et à travailler. En revanche, je suis, et j'ai toujours été, contre l'idée qu'il faudrait un candidat unique parce que nous serions dans la localisation géographique qui s'appelle diaspora. En revanche, si nous arrivons à faire ce qu'on appelle en politique un accord d'idées, un accord programmatique, quel est votre projet? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle conduite de l'État vous ambitionnez de faire? Là, nous avons une base de discussion. Et je peux vous rappeler sur un média de la diaspora il y a 2 ans, 1 an de cela, je faisais même un appel à M. Alain Mabonkou en disant qu'il avait un profil intéressant pour conduire aussi un certain nombre d'activités pour notre pays. Donc, ce n'est pas une question de Andrea y va ou pas, c'est une question de qu'est-ce que nous voulons pour le pays, quelles sont nos idées concrètement, quel est le niveau de responsabilité que nous voulons assumer. Si nous pensons qu'il faut dire et insulter Sassou matin, midi, soir, ceci est un débat d'arrière-cour, tribunicien. Si nous pensons que c'est en haïssant le Mboshi que nous allons réussir à sauver le Congo, ceci est un combat d'arrière-garde. Si nous pensons qu'il faut rétablir 97 parce qu'on avait perdu le pouvoir, ceci est un combat du passé. Aujourd'hui, nous devons poser la question, que voulons-nous pour le Congo? Et à chacun de répondre librement. Certains veulent sa division, d'autres veulent l'extermination des Lari, d'autres veulent l'extermination des Mboshi. Andrea, pensez-vous que, il me reste deux questions, nous allons nous séparer, pensez-vous que les gens, notamment qui font des vidéos, des coups de gueule, se perdent en conjecture, qu'il faut une espèce de moralisation de la vie politique ou publique dans la diaspora? C'est ce que vous proposez? Non, je n'ai pas cette prétention. Chacun fait librement comme il fait, mais en même temps, chacun, en tout cas le public qui écoute et qui voit, doit tirer les conséquences de certains discours, de certaines propositions.
On ne peut pas, dans un pays aussi fracturé que le Congo, se permettre, en tout cas, dans la situation où nous sommes, d'agiter les démons de l'exclusion des uns ou des autres. C'est irresponsable. En revanche, on ne peut pas aussi être dans une position d'unification pour le plaisir d'unifier sans projet. Nous avons déjà vécu cela dans l'histoire du Congo. Donc, à un moment donné, que chacun mette sur la table ses propositions et que le peuple regarde librement pour choisir. Et qu'on ait chacun l'honnêteté de voir les propositions. Et évidemment, la victoire de l'un n'est pas synonyme de l'extermination des autres, forcément. Donc, c'est ça que j'appelle un apaisement des pensées, des discours, parce qu'on ira beaucoup plus dans le fond, dans les idées, dans les projets, que dans les débats et les querelles de personnes ou de positionnement, de repositionnement, qui n'intéressent au fond que quelques spécialistes de la polémique en mal de likes et de vues Facebook et YouTube. Alors, Andrea, de toute dernière question sur votre parti. Nous allons donc conclure cette émission sur votre parti. Vous êtes structuré, je le sais, sur le plan vertical, avec des autorités qui sont là, des postes, mais sur le plan latéral, notamment les structures qui vont un jour vous permettre d'asseoir une campagne digne de ce nom. Est-ce que vous avez sur place à Brazzaville des gens sur lesquels vous comptez? Est-ce que vous avez commencé déjà à activer certains jeunes pour que, une fois les vannes ouvertes, la liberté revenue à Brazzaville, que vous alliez sans difficulté commencer à travailler dans le cadre de cette campagne? Est-ce que vous vous êtes représenté là-bas? Nous sommes représentés, et pas que par des jeunes et des moins jeunes, et nous continuons à travailler à le faire. Nous sommes représentés aussi bien à l'intérieur du pays, que ce soit à Wesso, Wando, Ifondo, que à Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville, et nous continuons à cela, et nous continuons à travailler doucement avec les moyens qui sont les nôtres, qui ne sont pas des moyens aussi colossaux que peuvent l'avoir les partis établis depuis plusieurs années, mais bon, nous pensons qu'il est grand temps que chacun prenne en fait sa part. C'est pour ça que nous fonctionnons par comité de soutien, que chacun, là où il se trouve, prenne sa part du fardeau qui est le nôtre, celui de rétablir la démocratie. Et pour rétablir la démocratie, il faut des démocrates. Et ça ne se fera pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par le travail de chacun, le travail collectif, le travail acharné. Et nous répétons souvent, comme boutade, que le marabout de notre parti s'appelle El Hadj Omar Travail. C'est toujours avec lui que nous travaillons, c'est-à-dire cet esprit de service, cet esprit d'abnégation, cet esprit de dépassement de soi. Alors, tu as une question là, Andrea. Il n'y a pas de problème. Oui, Alphonsine Mikuiza. Étonnant. Et ils ne crient plus contre la France, et pourtant, c'était leur créneau avec le mot Big Bang et Mafimba. Je constate un changement de discours. Non, tu vois, c'est toujours cet esprit de polémique. On prend une phrase qu'on n'a pas compris, on pense qu'on l'a compris, on ne se rapproche pas de la personne qui le dit et on spécule dessus en roue libre. Non, quand nous disons Big Bang géostratégique, c'est d'abord par rapport aux intérêts chinois qui aujourd'hui ont noyauté l'État congolais au plus haut niveau. C'est d'abord le fait qu'aujourd'hui, y compris Paris, nous l'avons dit et redit, les publications sont là, les passages médias sont là, que la Chine est supérieure dans la décision concernant le Congo que Paris. Ça s'est vu au moment de la décision du FMI. Et être, comme je vous l'ai dit, contre Paris pour être contre Paris, c'est faire un amalgame. Nous sommes évidemment contre les Européens, les Français, qui, dans les systèmes mafieux, prennent en otage l'État congolais, ses ressources, ses habitants. Oui, nous sommes toujours contre cela. Et ces gens-là ont longtemps fait croire que leurs intérêts correspondaient à l'intérêt français. Donc, en cela, démasqué fait partie d'un Big Bang géostratégique. Donc, de là à penser qu'on n'est plus contre la France, on n'a jamais été contre la France. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est écrit, c'est intellectuel. Mais en revanche, le dire comme ça, c'est pour suggérer dans l'opinion que nous avons un candidat ou une personnalité instable qui change d'opinion, qui fluctue. Et donc, s'il a fluctué sur le cas français, il aurait fluctué sur le cas Sassou et serait prêt à le rejoindre. Donc, vous voyez, c'est toujours cet esprit de la manipulation qui va aboutir à une forme de complot
et pour permettre un jour que la violence se déchaîne contre vous. D'abord la violence verbale et certainement un jour la violence physique. Donc de là à polémiquer avec cette dame, non, nous n'avons aucun intérêt pour cela. Je la remercie pour sa question et j'espère qu'elle prendra le temps de nous lire finement et d'avoir l'honnêteté intellectuelle de voir qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale dans ce que nous prenons. Voilà, une toute dernière question de M. Tom Renoir qui venait certainement de se connecter. Une question que je vous ai posée pendant ce journal. D'où proviennent les ressources de financement du candidat Andrea Ngombe qui finance tous ses déplacements à l'international du candidat? Déjà, je vous l'ai dit, d'où vous êtes, vous connaissez comment ça fonctionne. Si vous êtes dans les bons réseaux et que vous travaillez, vous êtes invité et en général, une invitation officielle vient avec les moyens de se déplacer. Donc, pour ça, ce ne sont que des polémiques de bas étage. Pour prendre un exemple, le voyage au Japon pour la TICAD 7, qui est la conférence de développement Japon-Afrique, vous êtes pris en charge par l'organisation, vous êtes invité par un ministère des Affaires étrangères et vous y allez. En gros, à part votre taxi ou votre RER pour arriver à la gare et vous asseoir, le reste est pris en charge. Vous savez comment ça fonctionne dans ces milieux-là. Bon. De là à polémiquer pour des voyages, je ne vois pas ces mêmes personnes s'inquiéter du budget de l'État congolais qui sert au voyage des ministres congolais actuellement à gauche ou à droite au Real de Madrid. Je ne les vois pas produire un travail intellectuel pour contrecarrer cet état de fait. Je ne les vois pas polémiquer sur les moyens qui font que les uns et les autres se déplacent. Non. C'est en fait encore, comme je vous l'ai dit, cet esprit de manipulation et de complot. En posant subtilement cette question, c'est pour suggérer qu'il y aurait une connivence avec des financiers du pouvoir actuel qui seraient derrière cet individu pour pouvoir faire ce qu'il fait. Donc voilà, c'est l'esprit PCT qui gangrène, qui innerve en fait cette espèce de pseudo finalement opposition. Alors, on termine sur la Noël, Andrea. Je vous informe que moi, j'ai des beaux-frères, des cousins dans la Likwala. J'en ai au Kwilu, j'en ai au Niari, j'en ai dans le Poul, un peu partout. Vous avez dans la Likwala le problème des inondations, des moustiques, de la misère généralisée. Comment, j'espère que vous avez l'actualité de ce qui se fait du côté du gouvernement en tant que parti. Comment vous travaillez à mobiliser peut-être des ressources pour aider ceux qui souffrent? Quel message avez-vous pour eux? Bon, le message principal que nous avons pour eux, d'abord, c'est un message de compassion, un message de compassion parce que ce sont des conditions difficiles pour tout un chacun à vivre. Mais nous ne travaillons pas directement avec le gouvernement congolais sur ces questions. Il est assez opaque sur ces questions. Il a voulu se servir de cette question afin de faire aboutir un lobbying de M. Sassou concernant le fonds bleu du bassin du Congo. Nous avons pris les devants en allant en Norvège pour expliquer les mécanismes même de cette fraude à l'écologie afin d'empêcher, en tout cas du point de vue du gouvernement, que le gouvernement ne bénéficie d'une manne financière qui serait au final détournée. En revanche, nous savons, pour avoir vu les alertes passer, que le programme alimentaire mondial, le programme USAID et certains dispositifs d'urgence de l'Union européenne comme de l'État chinois sont en train de fonctionner au profit des populations. Donc, le gouvernement congolais aura beau essayer de faire de la propagande pour dire que c'est lui qui prend en charge nos parents sinistrés, mais en fait, c'est l'aide internationale aujourd'hui qui est la plus efficace dans cette zone-là. Donc, à eux, nous pouvons dire de rester forts et surtout de dire ce qui se passe réellement, de ne pas se taire, parce que ce n'est qu'en parlant, en faisant connaître leur situation, que nous pourrons effectivement les aider. Mais concrètement, la seule chose que la dynamique incarnée d'espoir peut faire pour eux, c'est de changer la gouvernance afin d'ouvrir complètement le pays et que l'aide puisse directement arriver à ceux qui en ont le plus et réellement besoin. Nous n'allons pas simplement soigner la plaie, nous voulons soigner la cause même de ces blessures. Donc, nous avons la compassion pour les victimes. Nous savons pertinemment que tant que la gouvernance n'aura pas changé, ces phénomènes iront de manière croissante et sans réponse sanitaire, sociale
conséquente. Donc, nous les demandons de s'accrocher, mais la priorité des priorités reste le changement de la gouvernance. Dynamique, incarner l'espoir. C'était donc Andrea Gombe, invité de ce joint à la communauté. Andrea, merci de ta disponibilité. Bon, je peux te tutoyer, non? C'est ça, non? Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci de ta disponibilité, Andrea. L'antenne est ouverte. Vous pourrez toujours venir à tout moment nous donner quelques infos sur les activités de votre parti. Joyeuse fête de Noël à vous et du Nouvel An. Et à tous vos militants, à tous les Congolais qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Merci à vous. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, thank you very much. Bye. Thank you.